Environ 5000 tonnes de sel ont été détruites à tout liage suite à la rupture de la digue de protection et de la montée des eaux de mer recouvrant les salines. Le prix du sel dans le pays risque d'être impacté par cette catastrophe. Depuis hier matin jusqu'à aujourd'hui, l'électricité est coupée dans la ville de Thomasin. Les difficultés des résidents dont les activités économiques dépendent de l'électricité se sont ainsi accrues. Dans l'actualité internationale, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a annoncé mercredi que l'un de ses entrepôts dans la bande de Gaza avait été touché par une frappe qui a fait au moins un mort, au moment où les efforts s'accélèrent pour acheminer de la nourriture vers le territoire palestinien assiégé. Environ 5000 tonnes de sel ont été détruites et perdues dans plusieurs installations de production de sel à tout liage, conséquence de la rupture de la digue de protection et de la montée des eaux de mer recouvrant les salines. Cette catastrophe survient à la suite des récentes et importantes précipitations qui ont entraîné une hausse de niveau de la mer dans le pays. Selon les explications, les sauniers subissent actuellement d'importantes pertes et l'on craint que celles-ci n'aient un impact sur le prix du sel et sur l'approvisionnement en sel dans toute l'île. Cela fait 4 mois que je n'avais pas sorti de sel. Tout était stocké dans le bassin qui a été emporté par la mer. J'avais un stock de plus d'une centaine de tonnes de sel. Si l'on fait le calcul de tous les sels perdus par tous les sauniers, cela équivaut à une perte de 5000 tonnes de sel. Les sauniers de Touliar ont ainsi subi des pertes de plusieurs milliards. C'est un coup dur pour nous. De plus, étant donné que nous n'avons plus de produits à vendre, il est possible que le prix du sel dans toute l'île augmente. Les acteurs du secteur du sel ont ainsi réaffirmé leur demande en insistant sur le fait que les autorités doivent trouver une solution rapide et durable à la situation actuelle. Un autre défi auquel les sauniers de Touliar sont confrontés est le coût élevé de l'iode, ainsi que les contraintes liées à l'octroi de certificats de conformité qui ne peuvent être obtenus qu'à Atananarivo. Le Conseil des ministres d'hier a publié un décret permettant au ministère de l'Économie et des Finances d'émettre les garanties souveraines au nom de l'État malgache dans les accords de location de 2 ATR 72 500 auprès de la SIA Aeroleasing par la compagnie aérienne Madagascar Airlines. La compagnie aérienne avait jusqu'ici utilisé 5 ATR. En fin de location, l'un de ces appareils a été restitué à son propriétaire hier. 2 autres sont en cours de réparation depuis 1 an. La desserte d'un 9 fils par la compagnie était donc assurée par les 2 appareils restants. En octobre et novembre prochains, la restitution à leur propriétaire de 2 autres appareils sur les 4 est prévue. Il ne reste ainsi à la compagnie aérienne que 2 ATR pour assurer les vols à l'intérieur du pays si on en vient à bout de leur réparation. La location d'un de nouveaux ATR 72 500 portera à 4 la flotte de Madagascar Airlines, ce qui n'apportera aucun changement notoire pour l'amélioration des dessertes. Par ailleurs, il n'y a toujours rien de nouveau concernant l'arrivée de l'Embraer, malgré tout le tam-tam organisé lors de la signature de l'accord de partenariat entre son constructeur et la compagnie de leasing auprès de laquelle Madagascar Airlines a contracté sa location. Madagascar Airlines a d'ailleurs suspendu tous les vols long courriers ainsi que les vols régionaux desservant les îles sœurs de l'océan Indien au profit des vols intérieurs. Pour les économistes, la compagnie aérienne navigue à vue. Malgré les garanties souveraines de l'État pour la location de 2 nouveaux ATR, ces 2 appareils ne pourront pas redresser la compagnie aérienne. Personnellement, j'estime qu'il y a plusieurs points non élucidés au niveau de Madagascar Airlines. Il y a encore les dettes de la CNAPS, qu'Air Austral a consolidées dans le capital d'Air Madagascar. Par ces dettes, la CNAPS détenait 44% du capital d'Air Madagascar. Air Madagascar en liquidation judiciaire a été remplacé par Madagascar Airlines. Ce sont des problèmes que l'on n'évoque pas sur un plan d'ensemble. Dans le secteur de l'aviation malgache, on les occulte pour parler d'autre chose.
Les analystes craignent que cette compagnie aérienne, de laquelle dépend le développement touristique, soit détruite à l'instar d'autres secteurs du pays. La question se pose de savoir si on est en train de tuer Air Madagascar et Madagascar Airlines. Y a-t-il quelqu'un qui envisage de mettre en place une compagnie privée pour dégoûter les utilisateurs de la compagnie nationale et pour qu'ils puissent ensuite s'accaparer de Madagascar Airlines, d'Air Madagascar pour un franc symbolique? Il y a actuellement une opération visant à détruire le secteur aérien malgache. Cela est flagrant, tout comme on a détruit la filière vanille et d'autres secteurs encore. Et pourtant, la destruction du secteur aérien entraînera aussi la destruction du secteur touristique. Pour les analystes, la gestion de Madagascar Airlines manque de rigueur. En outre, l'augmentation des redevances aéroportuaires en euros suscite aussi des interrogations, d'autant que ces redevances varient d'un aéroport à l'autre. Il faudra élire 163 députés lors des prochaines élections législatives. C'est la décision prise hier au Conseil des ministres, soit une augmentation d'une douzaine de députés par rapport aux élections législatives de 2019. Cette décision découlerait de l'augmentation de la population dans certains districts. Une décision qui, selon le parti Fiumuna, témoigne de calculs politiques mis en œuvre par les dirigeants actuels qui cherchent à obtenir la majorité au sein du législatif. L'augmentation de 12 députés pour les prochaines élections législatives est pour nous une manœuvre politique. Dans des localités comme le district de Betiu-Kassim, la position de l'actuel député est inébranlable. Face à cette situation, il est possible que les dirigeants cherchent à installer 2 députés, un de l'opposition et un de leurs alliés. Mais si tel est leur dessein, ils se trompent de stratégie. Ce dernier a souligné que le pouvoir n'appartient qu'au peuple et non aux dirigeants qui le détiennent de manière provisoire. Il a également noté que ces derniers se trompent s'ils pensent que la mise en place à l'Assemblée nationale des membres de l'IRD qui n'ont pas obtenu des fonctions ni pouvoir dans l'exécutif est une garantie de la conservation d'Anjatsuel et son équipe du pouvoir. Si leur intention est d'installer à l'Assemblée nationale des membres de l'IRD qui n'ont pas obtenu de poste à la tête des départements ministériels, ils se trompent de stratégie. En effet, ce n'est pas parce que le député appartient à l'IRD que les citoyens vont voter pour lui, mais c'est en fonction des projets qu'il propose et de son profil. La question de confiance pour représenter dignement les habitants d'une localité, ils font erreur s'ils pensent qu'augmenter le nombre de députés à l'Assemblée garantira la mise en place au niveau de cette institution de tous leurs membres qui n'ont pas obtenu de poste au sein du gouvernement. Dans la préparation des prochaines élections, les lois régissant le processus électoral dans le pays ne sont pas respectées. La loi numéro 2018-008 stipule que tous les décrets relatifs à l'admission des électeurs à la caution, au dispositif général des élections, au nombre de députés et au modèle des documents nécessaires à la candidature doivent être publiés simultanément. Une preuve de cette violation réside dans le fait que pour les élections législatives prévues le 29 mai, le gouvernement n'a pas publié en avance le nombre de députés qui seront élus. Selon un analyste politique et ancien directeur général au niveau de la présidence de la République. Cette décision intervient bien trop tard, étant donné que l'ouverture des dépôts de candidature est imminente. C'est similaire à l'augmentation de la caution. Il est évident qu'il s'agit là d'une manœuvre politique, car cela laisse peu de temps à chacun pour réunir les 20 millions d'arrières nécessaires et préparer son dossier de candidature. Rappelons que le dépôt des dossiers de candidature pour les élections législatives débutera le 28 mars. Jusqu'à présent, seuls quelques partis politiques ont présenté leurs candidats. Les coupures d'électricité à Thomasin se sont aggravées. Depuis hier à 7h du matin jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu de courant que pendant une période totale de 3 heures. Les habitants de Thomasin ont passé la nuit dans l'obscurité totale. Les difficultés des résidents
dont les activités économiques dépendent de l'électricité fournie par la Jirama se sont ainsi accrues. Les travailleurs ont été contraints d'attendre inactifs sur leur lieu de travail, le rétablissement imprévisible du courant. Face à cette situation, la Jirama n'a pas jugé nécessaire de fournir d'explications ou de présenter des excuses au public suite à cette longue panne d'électricité, un comportement perçu par beaucoup comme irrespectueux envers les clients. Depuis hier, nous sommes privés d'électricité. Non seulement nous avons déjà du mal à attirer suffisamment de clients, mais ceux qui viennent repartent en raison du manque d'électricité. Nous sommes désemparés et ne savons que faire, si ce n'est d'adresser une demande aux autorités pour qu'elles examinent de près cette situation, car elle nuit grandement à nos activités économiques. Nous ne sommes pas les seuls dans cette situation. Pratiquement tout le monde ici dépend de l'électricité. Il est impératif que cette situation soit prise en considération, d'autant plus que les factures continuent d'arriver chaque mois. Ces clients, dont les factures contribuent considérablement aux revenus de cette compagnie nationale d'électricité et d'eau, vivent dans l'incertitude et les rumeurs face aux souffrances engendrées par la mauvaise qualité du service. Avec l'absence d'excuses et de communication claire sur la situation de la part des autorités de la Jirama, il est à craindre que la population de Thomassen va à nouveau passer cette nuit dans l'obscurité totale. L'application du Code international pour la sûreté des navires et des installations, ou ISPS, doit être améliorée afin de mieux lutter contre la contrebande par voie maritime, selon l'Agence portuaire maritime et fluviale, ou APMF aujourd'hui. Ce code est en vigueur à Madagascar depuis l'an 2000, mais la contrebande des ressources nationales continue de croître et de prendre de l'ampleur. Même plus de 10 ans après son adoption, la stratégie du gouvernement pour protéger les frontières maritimes reste encore faible. Ny code ISPS moa zany mifandray amin'ilay voalaza teo zany amin'ny resaka sûreté. Le code ISPS est lié à la sûreté portuaire. Dans les ports, il existe donc des normes internationales qui garantissent la sûreté portuaire ainsi que pour faire face au terrorisme, au trafic illicite et à d'éventuels troubles dans le port. Ces normes ont été mises en place depuis le 11 septembre 2000. Tout ce qui concerne les matériels, les appareils de contrôle à l'entrée portuaire et les déplacements dans le port sont régis par ce code. L'amélioration du respect de ces normes nécessite des efforts et du soutien de la part du gouvernement, qui est aussi appelé à considérer l'équipement à disposition des acteurs chargés de protéger le territoire maritime. L'atelier de consultation nationale dans le cadre du programme de sûreté portuaire et de sécurité de la navigation a été réalisé aujourd'hui à Anossi. Ce projet est financé par l'Union européenne en collaboration avec plusieurs acteurs. Des améliorations dans la lutte contre la contrebande et l'établissement d'une stratégie claire pour la protection du territoire maritime malgache sont ainsi attendues. Ngolizet Foumenjaz, ancienne gouverneure d'Amourmani, malgré sa nomination à la tête du ministère de la Population, continue de donner des ordres et de contrôler la localité, ont déploré les anciens d'Ambouch. Selon eux, cet abus de pouvoir perpétré par l'ancienne gouverneure nécessite une intervention rapide des autorités compétentes par la nomination d'un nouveau gouverneur pour la région d'Amourmani. Nous refusons catégoriquement qu'une seule personne puisse monopoliser tous les pouvoirs dans la région d'Amourmani. Nous demandons donc la nomination rapide d'un nouveau gouverneur. Nous exhortons cette personne, qui occupe déjà une autre fonction au sein du gouvernement, à assumer pleinement son rôle sans chercher à conserver celui d'une autre fonction. Nous attendons des solutions. Le poste de gouverneur d'Amourmani est actuellement vacant et pourtant, l'ancienne gouverneure continue d'imposer ses décisions comme si elle occupait toujours cette fonction. Durant ce mois de mars, 4 jeunes filles ont été victimes de viol dans le Fukta Navaraj, commune urbaine d'Abadrazak. Les cas de viol de jeunes filles mineures augmentent de plus en plus dans cette localité.
Outre les agressions physiques et sexuelles qu'elles ont subies, les violeurs ont également proféré des menaces à leur encontre si elles révélaient ce qui leur était arrivé. Le viol a été remarqué par la mère d'une des victimes, âgée de 8 ans. La fillette a été emmenée chez un médecin, mais ses parties intimes avaient déjà été complètement endommagées. Sa famille a dénoncé les viols et le présumé coupable. L'affaire a été soumise hier au tribunal de première instance d'Ambatnazak. Le coupable, un homme de 40 ans, a été incarcéré. La semaine dernière, un homme de 45 ans qui avait violé une jeune fille de 12 ans a également été envoyé en prison. Selon une enquête menée auprès du chef Fuktan Davarach, certains cas n'ont jamais été portés aux autorités en raison des craintes des victimes et des menaces de représailles. Ils encouragent donc chacun à surveiller et à protéger ses enfants. La nouvelle peine extrême pour les crimes de viol est largement saluée, mais sa mise en œuvre semble actuellement peu visible. On se demande alors à qui ces lois sont réellement destinées. Se pourrait-il qu'il ne s'agisse que d'une mise en scène, comme cela arrive souvent sous ce régime ?